Et nous les accueillons au sein du comité d'avis pour nous présenter le programme de travail de la Commission européenne pour 2023. Comme le veut la tradition, c'est la représentation permanente de la Belgique auprès de l'Union qui est invitée à présenter ce programme de travail au comité d'avis. Eu égard à sa participation au comité des représentants permanents, le COREPER, la représentation permanente se trouve vraiment au cœur et au centre des négociations menées au sein des différentes formations du Conseil de l'Union européenne. La représentation permanente est donc très bien placée pour évaluer la pertinence pour notre pays des initiatives de la Commission européenne répertoriées dans ce programme de travail, et elle acceptera assurément de partager son analyse avec les membres du comité d'avis. Op 18 oktober 2022 presenteerde de Europese Commissie haar werkprogramma voor 2023 onder de titel A Union Standing Firm and United. Het werkprogramma 23 richt zich op de 6 hoofdprioriteiten die de voorzitter van de Europese Commissie, mevrouw von der Leyen, in haar politieke ambities heeft aangegeven. Het werkprogramma bevat zowel beleidsdocumenten als wetgevingsvoorstellen die een impact zullen hebben op het beleid en de wetgeving van de lidstaten. De oorlog in Oekraïne heeft ertoe geleid dat de commissie in haar werkprogramma een bijzondere nadruk legt op het energiebeleid. Et la Chambre attache une grande importance à ce document qui, en vertu de l'article 37 ter du règlement de notre Chambre, doit être présenté au comité d'avis pour les questions européennes. Conformément à l'article précité du règlement de la Chambre, cette présentation n'est qu'un premier volet de la priorisation par les commissions permanentes de la Chambre des dossiers qui sont estimés de premier intérêt. La Chambre compte en effet donner aux dossiers et thèmes européens l'importance qu'il leur revient dans les débats. Partant du constat que dans le courant de l'année parlementaire, le gouvernement ne transmet pas systématiquement les informations aux membres des commissions permanentes à propos des différents développements et évolutions des dossiers qui ont été identifiés comme prioritaires, il pourrait être envisagé que les ministres ou les secrétaires d'État qui sont compétents en informent au cours de cette année systématiquement les commissions permanentes sur les dossiers concernés et évidemment sur la question des intérêts belges en jeu dans chacun des dossiers. Dans le cadre de l'échange d'informations structuré avec le Parlement sur les questions européennes, cette information pourrait être donnée soit à l'initiative du ministre responsable du dossier européen, enfin pour le dossier en question, soit à la demande d'une commission permanente, bien entendu. Monsieur le représentant permanent de la Belgique, monsieur le représentant permanent adjoint, you have the floor, vous avez la parole pour nous présenter les priorités. Merci, Madame la Présidente, chère Madame Tillieu, chers membres de l'Assemblée, Madame et Monsieur, Madame de sénateurs, les députés. Het is een groot plezier om hier dus jaarlijks even terug te komen om het werkprogramma van de Europese Commissie en daarbij gelinkt ook natuurlijk het raadsprogramma verder toe te lichten. Doet ons toch in een zekere zin plezier, of we vinden het stimulerend te weten dat ook in onze parlementaire assemblees dus met belangstelling wordt gekeken naar de Europese werkzaamheden, dus die voor ons land, zoals trouwens voor elke lidstaat, dus van fundamenteel belang zijn. Dus met veel plezier komen we hier de grote lijnen van ons programma toelichten. Peut-être pour commencer, je voudrais regarder brièvement en arrière avec quelques remarques introductives pour l'année 22, en fait. Donc nous avons connu la présidence française, la présidence tchèque qui vient de se terminer. Et comme Madame la Présidente l'a bien dit dans l'introduction, donc l'année passée était fortement influencée par la guerre en Ukraine, mais aussi, disons, toute la problématique énergétique. We hebben onlangs eens een overzicht gemaakt van de raadsactiviteiten in 2022. En het viel op dat eigenlijk in bijna elke raadsformatie dus de oorlog in Oekraïne, de gevolgen voor de Europese Unie, de bijstand ter sprake kwam. Men denkt dan natuurlijk altijd aan de ministers van Defensie of van Buitenlandse Zaken van de Europese Raad, maar ook dus de
ECOFIN-raad dus heeft daar maandelijks over vergaderd. De ministers van Landbouw, de transportministers, de justitieministers, binnenlandse zaken, de cultuurministers, telecommunicatieministers en noem maar op. Dus ongeveer elke raadsformatie heeft zich zeer, zeer intens bezig gehouden dus met het opvangen van de gevolgen van de oorlog in Oekraïne. Dus dat is natuurlijk de rode draad door de werkzaamheden geweest van het voorbije jaar, maar natuurlijk niet het enige thema. Ik geef een paar voorbeelden. U ziet op de volgende slide van activiteiten, van belangrijke activiteiten in het voorbije jaar. Dus ten eerste, wat natuurlijk geweldig opvalt voor de publieke waarneming, zijn de sanctiepakketten die aangenomen geweest zijn. En er waren er 9. Niet alleen tegen Rusland, maar ook ten dele tegen Belarus, omwille van dus de ondersteunende rol van Belarus in het conflict. En ook op het einde van het jaar tegen Iran, omdat Iran dus ook een rol gespeeld heeft in het helpen van de Russische oorlogsinspanning via het leveren van drones en het verkoop van drones en misschien nog andere zaken ook. Ten tweede heeft de Europese Unie ook natuurlijk belangrijke steunmaatregelen uitgewerkt voor Oekraïne. En op de valreep van 2022, in december, eind 2022, dus werd een omvangrijk steunpakket, macrofinanciële assistentie, goedgekeurd ter waarde van 18 miljard euro voor Oekraïne. Dus voor uitbetaling vanaf deze maand, januari, tot het einde van het jaar in maandelijkse schijven. Voor de rest, en ik geef zo een paar voorbeelden, kwestie van het een beetje concreet voor te stellen. Er bestaat ook een Europese Peace Facility, European Peace Facility. Dus dat is een buitenbudgetfonds dat dus derde staten helpt om dus in het kader van vredesmissies of externe acties van de Europese Unie zich te bewapenen, zich te verdedigen, hun eigen maatschappijmodel te verdedigen. En dus dat in 2022 is dat dus grotendeels gebruikt geweest voor hulp aan Oekraïne en op die manier zelfs dus dat het fonds van 5 miljard dus moest opgehoogd worden om ook nog andere acties in de wereld mogelijk te maken. Dat is ook gebeurd helemaal op het einde van 2022. Er is ook een belangrijke operatie gestart, niet zo in de aandacht gekomen. Dat is een militaire assistentiemissie, dus waarbij de Europese Unie de vorming van tienduizenden Oekraïnse soldaten op onze bodem financiert en organiseert. Dan een derde natuurlijk, een pakket van maatregelen, zeer belangrijk. En we gaan daar straks nog veel over praten in het kader van de agenda van 23. Dat zijn natuurlijk de energiemaatregelen. Dus er is het Repower EU-pakket aangenomen. Dat is het rechtstreekse gevolg van de beslissing die genomen werd op de Europese top in Versailles. Dus om de afhankelijkheid van fossiele brandstoffen van Rusland volledig af te bouwen. Dus dat is een zeer belangrijke, bijna een historische beslissing geweest, begin maart 2022. En het logische gevolg was dat de commissie dan dus een programma, een instrument dus heeft uitgewerkt om die transitie dus ook in de feiten mogelijk te maken. Dus dat is financiering voor interconnecties en energieinfrastructuur. En dan zijn er nog tal van andere maatregelen genomen geweest in het kader van noodverordeningen. Dus om bijvoorbeeld verplichte stockage van gas aan te leggen, besparingsmaatregelen in zaken elektriciteit en gas. Een gemeenschappelijk aankoopplatform werd opgericht. Er werd een prijscorrectiemechanisme ook uitgewerkt. Dus het fameuze gasprijsplafond, waaraan België ook hard gewerkt heeft. En dat hoort ook tot de maatregelen in deze sector. Dan ook heel belangrijk is hard verder gewerkt door het Franse en het Tsjechische voorzitterschap op het klimaatpakket, het Fit for 55. En met dus tal van maatregelen, we zijn er nog niet, maar er is dus een belangrijke vooruitgang geboekt. En tenslotte vestig ik nog even uw aandacht ook op een belangrijk politiek agendapunt, namelijk het mechanisme voor conditionaliteit van de rechtsstaat. En dus dat ontwikkeld is na een politiek akkoord in december 2021 en voor het eerst uitgevoerd in de loop van 2022 voor de lidstaat Hongarije. Mais c'est une action qui a demandé énormément d'énergie politique, si je peux dire,
pour mettre à fin cette procédure importante. Voilà, donc quelques éléments importants de l'année 2022. Et donc, logiquement, je pense, donc, ces thématiques continuent. Cela ne va pas vous surprendre en 2023. Je l'avais déjà dit, je pense, dans le passé, cette commission européenne, sous la direction de Mme van der Leyen, a dit qu'elle était une commission géopolitique. Et en fait, je pense que la réalité sur le terrain et dans les faits a bien donné raison. Et donc, le contexte dans lequel opère maintenant l'Union européenne est assez différent de la situation que nous avons connue il y a quelques années. Et l'action et le focus et l'intérêt de nos actions se focalisent de plus en plus sur un repositionnement de l'Union européenne avec plus d'autonomie stratégique, beaucoup plus de résilience, afin de mieux encore défendre les intérêts de nos citoyens et de nos entreprises. Alors, je ne vais pas en détail, vous voyez sur le slide quelques des sujets importants, donc le soutien à l'Ukraine reste prioritaire, mais dans le deuxième libellé, vous voyez aussi qu'un sujet est venu s'inviter en fait sur l'agenda européen, et c'est celle de la competitiviteit de nos industries. Dus als gevolg ook van dus de stijgende energieprijzen, nog eens bijkomend versterkt door de oorlog in Oekraïne. Niet alleen door de oorlog in Oekraïne, maar dus bijkomend nog versterkt door de oorlog in Oekraïne. Dus zijn onze samenlevingen in een uitzonderlijke, zeer uitdagende situatie terechtgekomen. En dus verschillende lidstaten binnen de Europese Unie, maar ook buiten de Europese Unie, geen lidstaten, maar derde staten, hebben dus maatregelen genomen om hun bedrijfsleven te beschermen tegen hoge energieprijzen. Maar die maatregelen hebben natuurlijk onmiddellijk een effect op het level playing field, op het gelijke speelveld waarmee wij moeten werken. En eigenlijk het uitvlakken van dat level playing field blijkt nu een van de grote thema's te zijn in 2023. Dus het is iets minder aan bod gekomen in 2022. Toen de eerste maatregelen werden genomen. Maar nu, op 1 januari, is de Amerikaanse IRA in werking getreden. Komen ook een aantal steunmaatregelen in buurlanden van België bijvoorbeeld volop tot hun recht. En beginnen die effecten van dus verschillende steunregimes te spelen. Maar ook de vraag natuurlijk om op een Europees niveau antwoorden te vinden om dus die interne markt en het gelijk speelveld te vrijwaren. Dus dat is volgens mij een van de grote thema's. Dus horizontaal in het Europees debat van de komende maanden, van het komende jaar. Dan een verder puntje, wat ook zeer belangrijk blijft, is de verdere uitwerking van het veiligheids- en defensiebeleid. Dat is ook in gang gezet geweest, dus met het strategisch kompas, goedgekeurd door de Europese Raad in maart 2022. Dat kompas, dus dat groot actieplan, komt nu volledig op koerssnelheid en dus de tenuitvoerlegging blijft ook een belangrijk agendapunt. Dan vermeld ik nog snel een paar andere thema's, dus waarop we misschien straks nog verder in detail kunnen gaan. Dus het migratie- en asielpact moet verder onderhandeld worden. Er is de belangrijke Economic Governance Review. Er is bijvoorbeeld de European Raw Materials Act, dus die kritische grondstoffen veilig moet stellen voor de Europese Unie en ons in staat moet stellen, dus om het ontginnen, het op de markt brengen en het inbrengen in de waardeketens, dus in de toekomst moet vrijwaren op een meer autonome basis. En dan tenslotte nog is er een belangrijk voorstel rond het Sovereign Wealth Fund, dat is eigenlijk geen wealth, dus het Sovereign Fund, waarvan we nog niet veel weten, maar dat ook aangekondigd is voor dit jaar. Goed, dus dat zijn zo'n paar thema's. Ik ga in de volgende slide, gaan we iets dieper in detail bij dus een paar commissievoorstellen. Dus mevrouw de voorzitter heeft heel terecht verwezen naar het programma, dus het werkprogramma van de commissie, vrijgegeven op 18 oktober. Ik denk dat dat een uitstekend document is. Als u zich dat herinnert of voor ogen gehad heeft gezien dat er 43 nieuwe wetgevende voorstellen van de Europese Commissie in zitten. 8 zogenaamde refit-voorstellen. Dus dat zijn eigenlijk oude elementen van wetgeving, maar die geactualiseerd worden, vereenvoudigd worden. En dan, tenslotte, maakt dus het document ook melding van 116 bestaande wetgevende initiatieven, dus die nu op de tafels van de Raad en van het Europees Parlement liggen voor verdere discussie. Dus als u al die cijfers optelt, komt u ongeveer aan 170, meestal wetgevende stukken, dus waarover in de Raad
deels ook met het parlement, wordt onderhandeld. En dit, laten we zeggen, in de eindfase van het mandaat van de Europese Commissie. Ik geef u maar die cijfers om te tonen dus dat we werkelijk op het einde zitten van een wetgevend proces, dus met enorm veel werk op onze tafel. En ik geef een paar voorbeelden dus over hoe in het komende jaar dus, voorstellen op tafel zullen komen. Dus je ziet in de eerste kolom het eerste trimester, dus de Economic Governance Review. Dus we hebben daar al een mededeling van gekregen van de Europese Commissie vorig jaar in oktober. Dus die het debat animeert. Dat is hier ook zeker al te sprake gekomen in de Kamer of in de Senaat. Maar die mededeling is niet genoeg. Dus daaruit moeten nu wetgevende voorstellen komen. En we verwachten die rond april van dit jaar, dus op het einde van het eerste trimester. Dus, en de timing is belangrijk, omdat laten we zeggen de commissie, maar ook de voorzitterschappen, dus nu, maar ook het volgende, het Spaanse voorzitterschap, dus van plan zijn die wetgevende akte aan te nemen voor het einde van het jaar, zodat de lidstaten voor een begroting 2024 terug het normale, maar licht aangepaste wetgevende kader hebben. Dus u weet, dat is nu tijdelijk uitgeschakeld door de General Escape Clause. Dat zou normaal gedaan zijn op het einde van dit jaar. Dus het is heel belangrijk dat er een wetgevend kader bestaat voor de hele Europese Unie als richtsnoer voor ons begrotingsbeleid. Dan in het tweede trimester verwachten we vrij snel, in het tweede trimester, dus waarschijnlijk nog net voor de zomer begint, een review, dus een herziening, of een evaluatie van het meerjarig financieel kader. Dat was initieel niet echt afgesproken toen een politiek akkoord bereikt werd over het financieel kader in de zomer van 2020. Maar de financiële middelen blijken door de COVID-crisis en nu door de Oekraïne-oorlog zo snel uitgeput dat dus de kleine reserves die voorzien waren en de marges eigenlijk allemaal al verdeeld zijn. En de commissie kwam tot de conclusie, en dat heeft de voorzitter van der Leyen in haar State of the Union toegelicht, tot de conclusie dat er dus geen andere optie bestaat dan dus het huidige lopende kader te herbekijken. Aan te passen, dat weten we nog niet, maar op zijn minst te herbekijken, om te zien dus hoe uit de gegeven budgettaire toestand en de gegeven voorziene budgettaire middelen dus de noodwendigheden van het moment kunnen gefinancierd worden. Spannend pakket, denk ik ook, omdat dat ook tussen de lidstaten vaak voor moeilijke onderhandelingen zorgt. Dan komt er later in het tweede trimester, waarschijnlijk in de zomer of net na de zomer nog, dus een Defense of Democracy package. Dat is ook niet onbelangrijk in de huidige context. Dus het is een pakket bestaande uit een mededeling en een paar wetgevende instrumenten die de Europese Unie in staat moeten stellen zich beter te verdedigen tegen desinformatie. De strijd tegen desinformatie, die ook de steun kunnen organiseren voor de vrijheid van de media en het pluralisme en die ook buitenlandse inmenging kunnen tegengaan. Dus zeer actuele thema's ook in het kader van de oorlog in Oekraïne. Er komt er later ook nog een voorbeeld uit de buitenlandse agenda, een nieuwe agenda voor Latijns-Amerika. Donc, comme vous savez peut-être, la présidence espagnole du Conseil, ensemble avec le président du Conseil européen, Charles Michel, prévoit d'organiser un grand sommet entre l'Union européenne, les 27 chefs d'État de gouvernement et les leaders de l'Amérique latine fin novembre. Et donc cette communication servira comme base pour donc, alimenter les débats dans le Conseil pour préparer ce sommet. Alors, au troisième trimestre, je mentionne encore rapidement, il y aura une nouvelle série de ressources propres qui seront proposées par la Commission. En fait, dans le cadre du cadre financier actuel, c'est le deuxième grand paquet qui est prévu pour le troisième trimestre de l'année. On ne connaît pas encore les éléments essentiels, mais très probablement il s'agira donc d'une taxe digitale et peut-être aussi d'une taxe, on ne connaît pas encore très bien la labellisation, une taxe pour, disons, compenser l'accès au marché intérieur des grandes entreprises. Ça reste encore un peu à voir. Les consultations viennent de démarrer. Il y a encore aussi un paquet de législation anticorruption qui est prévu pour la fin de l'année. Et enfin, une directive, en fait une révision d'une ancienne directive pour combattre donc, l'abus sexuel des enfants. Voilà. Dans mon secteur, c'est-à-dire celui suivi par le Coreper 2, donc je vous ai donné quelques exemples des propositions nouvelles de la Commission parmi les 43 donc, qui sont les plus importantes.
Je passe maintenant la parole à mon adjoint Pierre Carteuvels pour présenter quelques autres highlights du programme de la Commission avant de passer tout à l'heure alors au programme du Conseil, même les différentes formations du Conseil. Pierre. Merci. C'est sur le même slide que vous voyez. Non, c'est encore le même slide, vous pouvez rester dessus. Donc il y a encore au premier trimestre un gros dossier que nous attendons, qui est la réforme du secteur du marché de l'électricité. Comme vous savez, il y a eu surtout un focus sur le gaz et sur les mesures urgentes, mais il y a, depuis longtemps, nous en appelons, et nous ne sommes pas les seuls à avoir une réforme plus structurelle du marché de l'électricité. Donc ce dossier est attendu pour le mois de mars. Ça promet des discussions, évidemment, parce qu'on touche à un sujet très sensible dans un marché qui a été unifié, qui a été ouvert de plus en plus. Donc là, il y a déjà maintenant, la présidence suédoise a distribué la semaine dernière un premier non-paper, et on sent bien que aussi au niveau du Conseil, afin d'anticiper même déjà ce qui va venir au niveau de la Commission, le travail va commencer très rapidement. L'autre sujet qui a déjà été abordé par l'ambassadeur Van de Voorde est le paquet compétitivité, avec cette attention particulière qui porte sur le fait des facteurs extérieurs qui nous poussent à aller beaucoup plus loin que ce qu'on a pu aller jusqu'à présent, et de renforcer la compétitivité de l'Europe avec des questions sur le cadre des aides d'État, mais aussi la politique industrielle de manière, et la réindustrialisation de l'Europe dans la phase dans laquelle nous sommes, qui est de véritablement veiller à ce que la transition environnementale et digitale soit réceptionnée par un substrat industriel fort. Donc on renforce notre substrat industriel pour rendre cette transition possible. Et donc des éléments qui sont mis sur table dans ce paquet pourraient être un Clean Tech Act, pourrait même être un fonds de la souveraineté européenne. Donc il y a une série de choses que nous attendons là, et pour lesquelles il y aura évidemment une discussion sur base probablement d'une communication de la part de la Commission avant le Conseil européen du 8-9 février, mais alors des textes plus substantiels que l'on pourra attendre à partir de ce moment-là. Les Critical Raw Materials Act a été aussi déjà évoqué. Qu'est-ce que c'est? C'est un peu, l'année dernière, nous avions parlé du CHIPS Act qui a été engrangé. C'est un peu la même philosophie, c'est de veiller à garantir l'approvisionnement en matières premières critiques dont la transition aura de plus en plus besoin, mais aussi le fait de cartographier les possibilités de trouver ce type de matière encore en Europe. Vous avez probablement vu la semaine dernière à Kiruna en Suède, on a trouvé, on a en tout cas communiqué sur la plus grande réserve de terres rares en Europe qui devra être exploitée. C'est ce type de travail qui va être généralisé sur toute l'Europe et coordonné avec une coopération, des structures de coopération et aussi des moyens pour faciliter les investissements en Europe dans ce genre de matière. Fin mars, on attend ce dossier pour la fin mars. Donc, à partir de ce moment-là, on pourra se lancer dedans. Vous avez le greening, dans le deuxième trimestre, vous voyez le greening freight package. Ça, c'est un dossier plus... aussi transition verte, Green Deal, générer, je dirais, une nouvelle approche du transport par fret. Dus het is de vergroening van het vrachtvervoer. Daar zitten een aantal dingen in, bijvoorbeeld het geharmoniseerd meten in de EU van de emissies van de transport en logistieke sector. En ook de modal shift van passagiers- en goederenvervoer naar het spoorvervoer. Dus dat is ook een mooi dossier dat verwacht wordt in het tweede kwartaal van 2023. Dan hebt u de Hydrogen Bank. De EU Hydrogen Bank daar gaan we een eerste roadmap hebben van de commissie in maart en waarschijnlijk een eerste wetgevend voorstel
in september. Wat is dat precies? Dat is ook een instrument dat ons moet toelaten om investeringen in waterstof in de EU te promoten, te bevorderen, te ondersteunen en ook de bevoorrading van de EU met waterstof vanuit het buitenland, vanuit derde landen, zoals wij dat al doen en andere buurlanden dat ook al doen, maar op een algemeen Europees niveau om dat te gaan bevorderen. Er staat nog REACH op, een dossier dat we al lang, waar we al lang op aan het wachten zijn. De quoi s'agit-il? C'est la simplification des procédures d'autorisation et de restriction des produits chimiques. Un gros dossier important pour la Belgique parce que nous avons ce secteur chimique qui est important chez nous. Et donc nous l'attendons pour vraisemblablement encore avant l'été. Donc ce sera un gros dossier avec des normes nouvelles en matière de produits chimiques. Et enfin, je crois que nous avons aussi cité ici le SME Relief Package qui avait été annoncé par la présidente de la Commission van der Leyen, Madame van der Leyen, l'année dernière dans son State of the Union, avec la référence au fait que notre tissu industriel au niveau européen est fait de PME et que dans les circonstances actuelles, il fallait que l'Union européenne aussi se montre clairement active sur ce sujet. Et donc, ce paquet devrait comporter een revision, een herziening van de richtlijn over de bestrijding van de betalingsachterstanden. En ook richtsnoeren rond fiscale stimuli voor KMO's en administratieve bijstand en ook de toegang tot EU-fondsen. Wanneer wordt dat verwacht? In het najaar. Hoogstwaarschijnlijk zal dat niet voor het najaar zijn. Dank u. Dan gaan we nog eventjes verder. Misschien voor ik iets concreet begin te zeggen over dus de raadsagenda, dus waarin de voorstellen van de commissie, maar ook nog bestaande voorstellen zullen worden behandeld, wil ik nog even verwijzen naar een ander interessant document, mevrouw de voorzitter. Dus u sprak van het werkprogramma. Op 15 december hebben dus de voorzitter van de commissie, de voorzitter van het Europees Parlement en de voorzitter van de roterende voorzitter van de Raad, premier Fiala, dus een gemeenschappelijke verklaring ondertekend met dus de wetgevende prioriteiten voor 23 en 24. Ik vind het wel een interessant document. Misschien is het al bij u gekomen, anders laat ik het via het secretariaat doorsturen. Maar hier vindt u op 4, 5 bladzijden een goede samenvatting, goed leesbaar, over wat nu op de wetgevende tafel van de Europese Unie komt tussen nu en het einde van ons voorzitterschap. Dus juni 24. Dus ik geef u maar ter informatie mee. Ik weet dat er enorm veel is en soms komt het erop aan tussen de bomen nog het bos te zien en bepaalde synthetische documenten kunnen daar wel bij helpen. Nu, de raadsagenda onder dus Zweeds voorzitterschap in de komende 6 maanden, dan bekeken vanuit de Coreper 2-filière. Ik ga niet te lang ingaan op elk punt, want dat gaat ons te ver leiden. Maar u ziet bijvoorbeeld dus de Raad Algemene Zaken, waar de ministers voor Europese Zaken samenkomen. Ziet u 4 thema's dus die de meeste aandacht zullen krijgen. Ten eerste dus een hernieuwde uitbreidingsdynamiek, westelijke Balkanstaten, maar vooral ook Oekraïne, Georgië en Moldavië, dus die de status van kandidaatlidstaat gekregen hebben in 2022. Op 3 februari is er bijvoorbeeld een top tussen de 2 voorzitters, Van der Leyen en Michel. En dus de Oekraïnse regering, dus die waarschijnlijk al een beetje zal kijken naar de vooruitgang of niet in het uitbreidings- of het toenaderingsproces. Dan een eventuele MFF-herziening, ik ben er juist al een beetje toegelicht, zal dus op de Raad Algemene Zaken uit de sprake komen, dan waarschijnlijk naar het einde van het Zweedse voorzitterschap. De rechtsstaat blijft een zeer belangrijk thema, ook voor België. Dat is artikel 7, de procedure van artikel 7. Er is de peer review, dus met onderzoeken van de rechtsstaatssituatie in alle lidstaten. Dat is voorzien, zoals in het voorbije jaren, komt ook dus in dit jaar dus regelmatig op de agenda. En dan komt er ook nog een belangrijk pakket van wetgeving, ook denk ik voor uw assemblée. Dat is voorstellen van verordeningen rond transparantie, gerichte politieke reclame en een Europese kieswet. Dus vrij complexe wetgeving waarvan de aanneming dringend wordt, gezien natuurlijk de Europese verkiezingen die voor de deur staan. In de Raad Buitenlandse Zaken
Ziet u dus natuurlijk de voortzetting van de discussies over de steun voor Oekraïne in al zijn facetten. De sanctiepakketten dat zullen er waarschijnlijk nog wel volgen. Dus helaas, zolang die oorlog duurt en de noodzaak bestaat om de middelen van de Russische overheid te beknotten, zullen er waarschijnlijk wel nieuwe voorstellen op tafel komen. De Civilian Compact, dus een beetje technisch. De Global Gateway, denk ik, is belangrijk. Het is een initiatief van de Europese Commissie om interconnectiviteitsprojecten te financieren en te promoten. Dus in de wereld, in Latijns-Amerika, in Afrika, in Azië, in Centraal-Azië. Post-Cotonou, dus er is een akkoord onderhandeld, maar het moet nu ondertekend worden en de ratificatie moet opstarten. Dat is ook nog niet helemaal afgewerkt. Dus dat staat ook op de agenda dit semester. En dan natuurlijk de handelsagenda blijft actueel. Er zijn akkoorden dus die ongeveer klaar zijn. Enfin, ze zijn onderhandeld, maar ze zijn nog niet ondertekend. En dus de ratificatie moet nog starten. Chili, Mexico, Mercosur is nog niet helemaal klaar. Het basisakkoord is onderhandeld, maar er zijn losse eindjes, zoals men dat noemt. Dus er is toch nog wat correctiewerk nodig vooraleer dus een ratificatieproces kan starten onder de lidstaten. En dan Nieuw-Zeeland, die onderhandelingen zijn ook afgerond. En daar zullen we zien ook of een opstart van de goedkeuringsprocedure kan beginnen. In de Raad Justitie en Binnenlandse Zaken, denk ik, is het voornaamste discussiepunt dus ik ga niet zeggen de afronding, maar dus de verdere zetting van de discussies over het asiel- en het migratiepact. Dus dat is een geheel van 9 verordeningen en richtlijnen, dus die laten we zeggen, van aan de buitengrens van de Europese Unie, de screening, de registratie, de Eurodac, receptieregels, registratieregels, terugstuurregels, verdeelregels, dus op basis van solidariteit organiseren. Dus er is al sinds september 2020 op tafel gelegd door de commissie. Heeft een jaar lang, denk ik, getreuzeld, maar onder het Franse voorzitterschap en dan vooral onder het Tsjechische voorzitterschap is een grote vooruitgang geboekt. En dus wij hopen dat waarschijnlijk ook onder het Belgisch voorzitterschap, dus begin volgend jaar, dus deze wetgeving zal aanvaard geraken. Er zijn dus georganiseerde misdaad. Traditioneel krijgt veel aandacht op de Justitieraad. E-evidence, dus elektronische uitwisseling van bewijzen in gerechtelijke procedures. Daar is een akkoord bereikt tussen Raad en parlement. Dat moet nu geformaliseerd worden. Er is een richtlijn die wat aandacht zal krijgen over de transfer van dus criminal proceedings, dus procedurestukken, dus strafrechtelijke procedurestukken tussen de lidstaten. En ook een richtlijn die belangrijk is in het kader van de huidige situatie in Oekraïne. Dus een richtlijn om ik zeg het in het Engels, de asset recovery en dus de inbeslagname, dus op een meer geharmoniseerde manier tussen lidstaten te organiseren. En dan tenslotte in de ECOFIN-raad, dat is dus de laatste raad die onder mijn directe bevoegdheid als Coreper 2-ambassadeur valt, ziet u dus de herziening van het budgettaire en de schuldregelgeving, dus dat is de economische governance, waarover we spraken, dus met inbegrepen ook normaal gezien het beëindigen van de General Escape Clause, dus die de normale budgetregels als gevolg van de COVID-crisis tijdelijk buiten werking gesteld heeft. Er wordt nog verder gepraat over de herziening van dus de energiefiscaliteit-richtlijn. Dat is ook een onderdeel van het Fit for 55-pakket, maar dan meer op fiscaal vlak. Er wordt verder dus gewerkt rond belastingsontduiking. Er is belangrijke wetgeving rond dus, het witwassen en die money laundering nog voorzien op de agenda. En ook een punt dat voor België traditioneel belangrijk is, de herziening van de douane-unie. Zeker in het kader dus van de toegenomen druk door smokkelnetwerken, omzeiling van sancties tegen Rusland bijvoorbeeld. Dus is de aandacht toegenomen op een betere samenwerking tussen de douanediensten en dat gaat in de ECOFIN-raad ter sprake komen. Zo, tot hier mijn onderdeel en om af te sluiten geef ik het woord nog aan ambassadeur Kaartuivels voor dus de raadswerkzaamheden onder de formaties die onder zijn bevoegdheid vallen. Vous voyez un aperçu de tous les dossiers principaux qui sont soit au niveau des trilogues, soit au niveau de l'examen qui sont sur la table du Conseil, soit des dossiers qui sont annoncés, mais on en a déjà parlé tout à l'heure.
Donc, au niveau Green Deal, je pense que ce qui a été une prouesse l'année dernière sous présidence française et tchèque, ça a été d'avancer si vite avec les dossiers Fit for 55, donc climat. Au début de l'année, on ne s'attendait pas à ce que ça aille aussi vite, et ils ont réussi, les Français ont réussi à engranger un accord sur la totalité du paquet. C'est environ 12 textes législatifs, ce qui est quand même assez impressionnant en juin au niveau du Conseil. Puis les trilogues ont pu commencer, et les Tchèques ont encore, à l'issue du dernier trilogue qui a eu lieu sous présidence tchèque, qui a duré une trentaine d'heures, je pense, ils ont réussi à engranger le dossier phare du paquet Fit for 55, qui est l'extension du système ETS au transport et au bâtiment, et aussi la création de ce fonds social climat. Maintenant, il reste, et c'est la première ligne, une série de dossiers Fit for 55, essentiellement dans les domaines du transport et de l'énergie, qui sont sur la table de la présidence tchèque. Certainement ce à quoi ils vont s'attacher dans l'immédiat au niveau des discussions avec le Parlement. Alors, sur ce qui est à l'examen au niveau du Conseil, donc du Coreper, ce sont une série de dossiers environnementaux. Je ne vais pas m'attarder parce que c'est essentiellement une compétence régionale. Enfin, on vous les a listés là. Je pense que ça vous donne une idée de tout ce qui est sur la table et qui va devoir se discuter encore cette année-ci et qui risquera d'aboutir sur notre table probablement aussi dans le courant de notre présidence. Deux points peut-être de flash là-dessus, c'est la restauration de la nature et les pesticides. Vous voyez que ce sont deux textes qui existent déjà, qui sont à l'examen, qui sont en discussion et qui suscitent, je vous le dis au passage, pas mal de réticences et donc qui nécessiteront des grandes discussions au niveau du Conseil et certainement du Parlement aussi. Je passe sur les propositions. Au niveau digital, là aussi, l'année dernière a permis une belle moisson de textes. Le DMA, je vous rappelle, le DMA, Digital Market Act, Digital Services Act, le NIS 2, de NIS 2-richtlijn over veiligheidsmaatregelen. Maar dus deze keer nu, dit jaar, gaan de trilogen zich toespitsen op twee grote dossiers, ook artificiële intelligentie en de digitale identiteit, de wallet. Dat zijn dus twee dossiers waar enorm veel aandacht zal naartoe gaan. De dossiers die op tafel liggen van de Raad ziet u daar, Data Act, Cyber Resilience Act, Interoperable Europe Act. Ik ga daar niet te lang op ingaan, maar ik kan daar zeker verder op ingaan ook. By the way, expected proposals, u ziet ze daar, ook grote werven, heel belangrijke Gigabyte Infrastructure Act, virtuele werelden, metaverse, Cyber Solidarity Act. Het zijn nog heel ambitieuze zaken die de commissie ons belooft en die we daarnet niet aanhaalden, maar die dus wel veel werk zullen veroorzaken. In de compet-sector, dans la filière compétition, on a parlé du CHIPS Act qui est au niveau du Parlement pour les trilogues, enfin du Parlement et Conseil pour les trilogues, et la directive sur le devoir de vigilance. Donc c'est une directive qui a eu aussi pas mal de difficultés à passer le cap du Conseil, mais qui est maintenant au niveau donc des trilogues, et donc où on s'attend à quelques allées et venues. Sinon, un grand nombre de dossiers là aussi sont à l'examen, que vous avez, qui sont cités là. Un élément important là-dedans, je crois, c'est dans tous ces dossiers, sauf le Single Market Emergency Act, qui est plus une conséquence encore de la crise du Covid, où on essaie d'avoir des instruments au niveau du marché intérieur de manière à réceptionner ou à pouvoir répondre rapidement à des crises nouvelles du type Covid. Sinon, ce sont tous des dossiers essentiellement où c'est un effet du Green Deal dans le marché intérieur, avec donc beaucoup d'aspects environnementaux que l'on insère dans la législation sur le droit des sociétés notamment.
dans les projets annoncés, je crois qu'on en a parlé déjà. Et au niveau social et santé publique, là, au niveau social, je dirais que ce qui frappe, c'est qu'au niveau des trilogues, il y a assez peu de choses. Il y a une directive, une révision de la directive sur l'amiante, mais sinon, au niveau des dossiers qui sont en discussion au niveau du Conseil et au niveau du Parlement, un dossier phare qui est le platformwerk, donc les travailleurs de plateforme, dus waarbij de Tsjechen geprobeerd hebben tot het laatste moment op de laatste raad om een akkoord te vinden op het niveau van de raad, maar waar we dus uiteindelijk zelfs België gevonden hebben dat de tekst niet meer beantwoordde aan de initiële ambitie en waar dus wij samen met anderen een blokkeringsminderheid gevormd hebben. De Zweden zullen dat dossier terug proberen te deblokkeren. En ik denk wel dat daar nog wat aan gewerkt zal worden. De andere dossiers, ik ga er niet meer op ingaan. Maar die ziet u daar. Ik denk dat er veel werk ook op het vlak van gezondheid, toch nog een woordje, misschien gezondheid. Het dossier van de Europese ruimte voor gezondheidsgegevens, u ziet dat daar staan, de Health Data Space, is een enorm technisch dossier waar veel aan gaat moeten gewerkt worden, nog binnen de Raad, en die heel belangrijk is voor ons als land waar veel gezondheidsinstellingen en bedrijven actief zijn. Voilà, je pense que je vais en rester là. On attend la révision de la législation pharmaceutique. Donc là aussi, c'est quelque chose que nous attendions depuis longtemps et que la Commission nous présentera cette année-ci. Het laatste woord, er zal een beslissing vallen binnenkort over het volgende Europese jaar van de vaardigheden, de European Year of Skills. Vous savez que l'année dernière, c'était l'année européenne de la jeunesse. Et maintenant, la proposition de la Commission est de faire European Year of Skills. Et la décision devrait tomber un peu tard dans l'année, ce qui fait que l'année se déroulera probablement sur 23 et 24, donc englobera aussi notre présidence. Voilà, Madame la Présidente. Désolé si j'ai été un peu long. Merci beaucoup. Je crois que cet exposé est extrêmement dense et digne d'intérêt, évidemment. Nous allons passer la parole aux membres. Monsieur Kogolati, peut-être, en l'absence de Madame Van Bossuyt, ce qui nous perturbe beaucoup, bien sûr. En l'absence de quelques personnes, effectivement. Oui. Merci, Madame la Présidente, et merci beaucoup aux deux représentants permanents auprès de l'Union européenne pour cette présentation effectivement très importante. Je vous promets que je ne vais pas revenir sur chacun des points. Je vais simplement me concentrer sur 3 points qui me semblent importants, qui reviennent très souvent dans nos débats, alors plutôt politiques évidemment, avec les membres du gouvernement et le plus régulièrement le Premier ministre. C'est effectivement d'abord l'Ukraine. Je vous avoue que je ne vous demande pas ici une réponse politicienne, ce n'est pas votre rôle, mais peut-être simplement comprendre ce qui bloque ou qui est derrière la proposition, qui est derrière l'initiative. Je sais qu'il y a cette proposition d'embargo sur Rosatom et donc sur le nucléaire russe, cette agence nucléaire qui développe pour le compte de Vladimir Poutine l'arme nucléaire, qui est aujourd'hui pointée en fait contre l'Occident et en tout cas les pays européens. Je n'ai jamais compris pourquoi encore aujourd'hui il n'y a toujours pas d'embargo alors que on parle d'embargo sur évidemment bien d'autres sources énergétiques de Russie. Qu'est-ce qui bloque précisément? Ce serait intéressant de le comprendre. Peut-être de manière encore plus controversée. Et là, je peux deviner évidemment quelques ficelles. Ce sont les diamants russes.
voir si cette proposition pourrait évoluer dans ce que je considère être la bonne direction, parce que je pense qu'à un moment donné, ce conflit a trop longtemps duré et il importe aussi de prendre nos responsabilités, y compris en Belgique. Deuxième point, ça revient peut-être moins dans cette commission que dans la commission de l'énergie, c'est le traité sur la charte de l'énergie. Je regrette là le manque de cohérence entre États membres. On a vu toute une série de pays successivement, c'était l'Espagne, puis les Pays-Bas, puis la France et encore d'autres pays européens se prononcer en faveur d'un retrait unilatéral de ce traité sur la charte de l'énergie qui aujourd'hui est présenté comme un poison pour le climat ou en tout cas comme étant antinomique par rapport à nos objectifs climatiques européens. Comment voyez-vous se développer une approche plutôt européenne? Est-ce que la Commission là joue un rôle constructif et essayer de trouver une sortie groupée en tout cas des 27? Pourquoi ça me semble important? Parce qu'on connaît évidemment l'épée de Damoclès. C'est cette fameuse sunset clause, c'est 20 ans qui nous obligerait de rester liés à ce traité quand bien même nous déciderions aujourd'hui de le quitter. Et puis enfin, c'est un dossier sur lequel évidemment le commissaire Reinders est aussi revenu à nombreuses reprises ici, même au Parlement, c'est la directive sur le devoir de vigilance. Là, une petite inquiétude, j'ai vu la position du Conseil, je crois que c'était fin de l'année dernière, hein, c'était vraiment, c'est tout récent, et cette inquiétude que tout le secteur financier soit finalement exclu, en tout cas exempté des obligations liées au devoir de vigilance. Je suis vraiment curieux d'en entendre plus sur finalement quelle est la position développée par la Belgique. Je vous avoue qu'on attend énormément de ce dossier. Nous avons adopté au niveau de la Chambre des représentants une résolution il y a déjà, je pense, 2 ans en faveur d'une position très forte de la Belgique, tant sur le traité entreprises et droits humains à Genève que sur cette directive sur le devoir de vigilance. Je crois que là aussi, vous avez parlé de level playing field. Si nous voulons à un moment donné pouvoir faire de la concurrence avec des entreprises au niveau global, c'est important qu'on puisse développer une approche très forte en matière de respect des droits humains et très certainement aussi pour le secteur privé. Voilà, je vous remercie encore une fois en tout cas pour tout le travail qui est abattu au-delà de ces nœuds et de ces dossiers certainement plus sensibles, je le conçois bien. Merci M. Gogolati. M. Flao. Merci Madame la Présidente, merci Messieurs les ambassadeurs pour cet exposé. Je ne regrette pas d'avoir fait le déplacement, même si je constate et que je regrette que beaucoup de nos collègues n'ont pas cru nécessaire de faire le déplacement un lundi après-midi pour vous entendre. Et ça, je crois que c'est général et ça fait partie d'une nouvelle culture politique. En ce qui concerne les régions, je vous ai entendu, Monsieur l'ambassadeur Cartevel, normalement, les régions peuvent participer à notre réunion. Et je crois que vous ne faites pas cet exercice au niveau des parlements régionaux ni communautaires. Et donc, c'est pratiquement le seul endroit ici où des parlementaires intéressés par le fait européen, et ça nous intéresse tous, pourraient effectivement être présents. Mais ça, Madame la Présidente, il faut peut-être, lors d'une prochaine réunion des présidents d'assemblée, leur faire remarquer qu'il y a une possibilité, un service supplémentaire à offrir à leurs membres pour se préoccuper de la dimension européenne. Mais à mon avis, l'intérêt pour l'Europe va aller grandissant avec l'approche des élections européennes l'année prochaine. N'ayons aucune inquiétude à ce sujet. Troisième élément, on a entendu le programme global. C'est le catalogue, le menu général ici. Mais je me demande, l'année dernière, quand c'était la présidence tchèque, l'ambassadeur de Tchéquie a demandé pour être entendu par la Commission. Et finalement, c'était intéressant, parce qu'on a pu aller de façon un peu plus pointue vers les préoccupations de son pays, en quelque sorte. Et il est clair qu'en ce qui concerne la Suède, je dois exprimer ma plus grande inquiétude par rapport à l'attitude de la Suède, notamment en ce qui concerne la politique de migration. C'est une chose. C'est quand même eux qui ont inventé le système de renvoyer ou de revendre des migrants
au Rwanda avec les Danois. Et ça me préoccupe. Ça, c'est un premier élément. Et je vois bien que le chapitre migration, là, il apparaît comme on va continuer à discuter, on va essayer de se mettre d'accord, mais ça n'avance pas fort. Mais pendant que ça n'avance pas fort, les États prennent des dispositions qui sont tout à fait contraires aux valeurs de base de l'Europe, à savoir la solidarité et l'humain. Parce que la période des esclaves est quand même dépassée, que je sache. L'autre élément, c'est aussi par rapport à la Suède et la sécurité. Alors, très honnêtement, je vous ai écouté avec beaucoup d'attention. Je constate effectivement, on parle de tous les conseils, de toutes les préoccupations, etc. Mais c'est vraiment compliqué. Tout le monde s'exprime. Tout le monde s'exprime. Et quand on parle, par exemple, de défense et de sécurité, celui dont on parle le moins, c'est Borrell, qui est en principe est responsable. On parle beaucoup de... Charles Michel parle beaucoup. Et je suis quand même étonné d'une attitude prise ces derniers jours, d'une déclaration commune du président du Conseil, de la présidente de la Commission et du secrétaire général de l'OTAN. Pour que je sache, les trois ne sont pas élus. Et là-dedans, on fait des déclarations pour l'organisation de la sécurité dans le contexte actuel, compte tenu de l'intégration prochaine souhaitée de la Finlande et de la Suède, qui verront 96% de la population européenne couverte par l'OTAN, accessoirement par l'Union européenne, où on dit que l'Union européenne est importante pour les retombées économiques aussi, mais en ce qui concerne l'Union européenne, on dit oui, il faut développer des stratégies, mais à condition que ce soit interopérationnel. Vous vous souviendrez peut-être qu'un jour, j'ai interrogé le chargé d'affaires américain dans cette salle, qui a dit, oui, effectivement, une défense européenne, c'est vrai, mais il faut que l'achat de matériel pour les armées européennes soit interopérable avec le grand allié de l'OTAN. Le F-35 est un bel exemple. Est-ce que là aussi, on peut dire tous les discours que l'on veut quant à la nécessité de développer une politique européenne de défense avec la possibilité et des retombées pour nos entreprises? S'il n'y a pas d'entreprise, ça ne sert à rien de dire qu'il faut des retombées. Et donc là aussi, on ne parle pas beaucoup dans les programmes, ni du Conseil, ni de la Commission, de la défense. Si, on en parle quand il s'agit de renforcer les moyens à envoyer dans le cadre de l'OTAN vers l'Ukraine, ce qui à un certain moment va nous poser un problème parce que ça va être difficile, de plus en plus difficile de dire qu'on n'est pas en guerre et que l'OTAN n'est pas en train d'intervenir. Mais ça, quand il sera trop tard, il sera trop tard. Mais je regrette un peu que ce n'est pas notre responsabilité. On ne parle pas, ou très peu de migration, on parle très peu de défense. On parle bien de la boussole qui va arriver. Et comme par hasard, la boussole va être présentée par Borrell dans quelques jours. Mais quelques jours avant, le président du Conseil fait des déclarations. On a un peu l'impression qu'il y a un besoin d'exister quelque part. L'autre élément, c'est le cadre financier pluriannuel. Ben, c'est certain qu'il faut le revoir et il faut espérer que ça sera comme ça. Et alors, il y a quelque chose qui m'a frappé. On propose de faire un grand sommet pour l'Amérique latine et les Caraïbes, et on ne parle plus de l'Afrique. Pas un mot. Nada, personne. Sur l'Afrique. Ah oui, il y a eu un grand sommet africain. Macron-Michel, MEM comme je l'appelle. Mais ce sommet-là, des promesses ont été faites, elles ne seront pas honorées. Ce que les Africains sont en train de mesurer, ça ne sera pas honoré. Puisque on ne sait pas dépenser deux fois la même chose, et beaucoup de choses vont partir à l'Est. Mais ceci étant dit, on est déjà en train de faire une fuite en avant en disant on va s'occuper Amérique latine, etc., sans nécessairement commencer à honorer les promesses qui ont été faites et les engagements qui ont été pris au moment du sommet européen-Afrique voulu par Macron et par Michel. Alors voilà, c'est pas à vous que j'en veux, hein, je fais simplement des constats par rapport aux 3 exposés que vous nous avez faits et qui, moi, certes complètent mon information, mais me laissent sur la fin et me posent toute une série de questions quant à la stratégie suivie par l'Europe. On fait beaucoup de choses, et j'ai l'impression qu'on fait beaucoup de choses de part et d'autre de la rue de la loi, sans nécessairement toujours avoir la concertation nécessaire. Bon Dieu, pourvu que la communication, on en parle,
c'est le principal. Et comme disait Henri Simonet, en bien, en mal, pour autant qu'on en parle, tant mieux. Voilà, merci Madame la Présidente. Merci Monsieur Flao. Meneer De Spiegelier. Dank u wel, mevrouw de voorzitter, collega's. Ja, dank u wel, heren, voor jullie komst. Er zijn inderdaad, zoals meneer Flao zei, nog een aantal stoelen leeg die konden gevuld worden door onze collega's uit de gewesten, denk ik, zoals mevrouw Bijnens van de Vlaamse vertegenwoordiging. Maar dit kan misschien in de toekomst nog wel een diepgaandere evolutie en verder krijgen. Ik neem toch een aantal zaken uit jullie betoog, jullie interessant betoog voor 2023, toch even mee om van naderbij te bekijken. Kort nog de energiemarkt. Dat zal een markt zijn waar we in 2023 ook met een zekere angst zullen naar moeten kijken. We hebben de bekende 9 sanctiepakketten die uiteraard rechtstreeks of onrechtstreeks Belarus of Iran tegen Rusland werden genomen, maar die natuurlijk ook de gekende neveneffecten hebben op onze eigen energiemarkt. Zeker op korte termijn, maar die korte termijn zal blijkbaar en helaas ook in 2023 nog gelden. De nieuwe CO2-taxen die de Green Deal dan aan de Europese gezinnen en bedrijven oplegt, zal die onzekerheid accentueren. Een angst voor een verder dalende koopkracht voor onze gezinnen, maar ook een dalende concurrentiekracht voor onze bedrijven, dreigt ons verder als een zwaard van Damocles boven het hoofd te hangen. En nauw verbonden met de kwestie van de energiebevoorrading hebben we natuurlijk het geopolitieke. Rusland valt hier uiteraard steeds opnieuw en terecht. Maar we zitten natuurlijk met andere spelers als China, India, Qatar, Azerbeidzjan, om er maar enkele te noemen, waar we toch ook met enige voorzichtigheid en in een geopolitieke context moeten naar kijken, denk ik. Mijn vragen ter zake zijn dan vrij algemeen. Hoe schat België binnen deze EU-context de impact van de CO2-taxen op onze reeds dalende koopkracht en economische slagkracht? En welk plan heeft de Europese Unie om ervoor te zorgen dat we onze afhankelijkheid van Rusland niet omruilen voor afhankelijkheid van andere landen, zoals China, OPEC-landen en zo verder? Die waterstofstrategie klinkt ons als muziek in de oren. Dat zal in de toekomst zeker een groot deel, hopelijk een zeer groot deel van de oplossing zijn. Maar op korte termijn lijkt ons dat misschien nog een beetje te moeilijk om daarop te kunnen rekenen. Een ander belangrijk aspect dat ter sprake kwam, zeker voor de groene flank van deze Vivaldi-regering onder leiding van minister Gilles Quinet, is de modal shift naar het goederenvervoer per spoor. En collega minister Gilles Quinet verwijst voor een zeer groot deel van die middelen die hij zou uittrekken, die hij belooft uit te trekken, toch altijd opnieuw naar het EU-niveau of de Europese investeringsbank of andere financieringsmechanismen. Maar als wij daar als député iets dieper naar vragen, dan blijft het erg vaag ter zake. Dus misschien dat u ons hier en nu iets meer geruststellende woorden ter zake kan uitspreken. Verder, die Hydrogen Bank, die belooft investeringen aan te moedigen aangaande die implicatie van waterstof. Dat klinkt ons dus, zoals daarnet al gezegd, ook als muziek in de oren. En wij geloven daar zeker in, zoals gezegd ook op langere termijn. Maar het was ook niemand minder dan eerste minister De Croo, die daar in 2021 al op de COP26 de link legde naar het gebruik van waterstof in onze mobiliteit. En het is dan ook mijn partij, het Vlaams Belang, die namens mezelf een resolutie ter zake indiende voor het omdieselen van onze spoorlijnen voor reizigersverkeer per dieseltrein dan, om daar waterstof of op zijn minst de piste daarvoor te onderzoeken. 4 van die 5 diesellijnen liggen in Oost-Vlaanderen, gecentraliseerd rond Gent. Maar daar was toen, in 2021, zeer weinig animo voor ook, en dat was tot onze grote verrassing, ook van de groene zijde. Dus wij kijken dus in dit dossier niet enkel naar de ecolo-minister Gilles Quinet, maar dus ook naar de EU en jullie als Belgische ambassadeur daarvan. Ten laatste, maar niet in het minst, en dat zal hier in de toekomst zeker nog te sprake komen, kijken wij samen met jullie en met ieder hier, denk ik, naar, ik zal het hoopgevend nieuws noemen uit het Zweedse Kiruna. Wat betreft die aardmetalen die daar te vinden zijn of zouden te vinden zijn.
Het lijkt ons dan ook veel wenselijker om voorzien te worden bijvoorbeeld van lithium uit het Zweden van de Zweedse democraten dan het lithium van het Afghanistan van de Taliban. Dus wij kijken daar samen met jullie allemaal verder naartoe en dat komt hier zeker nog ter sprake. Dank u wel. Dank u wel, mevrouw Brouwers. Nee, monsieur de Maagd. Merci Madame la Présidente. Tout d'abord, j'aimerais remercier Messieurs Van de Voorde et Kerteuvel au nom de mon groupe, le Mouvement Réformateur. Et puis, j'imagine qu'on recevra les slides de la présentation, ce sera possible. Merci d'avance. Alors, j'ai quelques questions additives à celles de mes collègues et d'abord un regard en arrière, si vous le voulez bien. La représentation permanente nous avait déjà fait le plaisir de cette présentation l'an dernier et à cette occasion, les 6 mêmes axes principaux avaient été présentés puisqu'ils sont établis pour la période 2019-2024. Lors du précédent exercice, 42 initiatives avaient été présentées. Quelle est l'évaluation, messieurs, que vous en tirez? Est-ce que le taux d'implémentation est-il similaire aux années précédentes, malgré les événements notamment en Ukraine qui ont bousculé l'agenda? Et la continuité est-elle assurée malgré ces bouleversements géopolitiques? Alors, concernant le chapitre promotion du mode de vie européen, je vois que les mesures concernant la mobilité des études et des apprentis sont une nouvelle fois inscrites au sein des priorités. Comment expliquez-vous que cette initiative ne trouve pas d'issue favorable alors que le projet semble louable et vertueux pour les étudiants qui étudient la technique notamment? Alors, l'an dernier, le programme annonçait la mise en place de l'approche un ajout, un retrait, afin d'alléger et de clarifier le corpus législatif européen. Quel bilan dressez-vous de cette avancée et sa mise en place s'avère-t-elle à vos yeux utile? Un mot sur la démocratie dont vous avez parlé dans votre présentation. Alors on le voit évidemment dans l'actualité aujourd'hui, il y a le procès Trump aux États-Unis, mais il y a les événements de Brasilia également au Brésil. On voit que la démocratie est une valeur qui est quand même ébranlée dans bien des théâtres sur cette planète. La Commission avait prévu un train de mesures sur la défense de la démocratie. Vous avez parlé d'un deuxième paquet qui aura lieu, si je me souviens bien, au second trimestre. Je voulais savoir si vous savez nous en dire plus sur ce second paquet, parce que ça me paraît évidemment essentiel par les temps qui courent. Une autre question peut-être sur l'Inflation Reduction Act américain. Quelles sont les pistes pour la réponse européenne à ce jour? Que pourrait-on envisager par rapport à l'IRA? Et puis enfin, concernant le SME Relief Package, c'est vrai que notre tissu économique est fait de nombreuses PME. Vous avez dit que ça n'arriverait pas avant l'automne dans l'agenda. Est-ce que ce n'est pas un peu tard dans le programme? Parce qu'on sait que nos PME souffrent déjà très très fort en réalité de la conjoncture actuelle, de la crise de l'énergie, des conséquences du conflit en Ukraine. Est-ce qu'on ne pourrait pas accélérer cet aspect du SME Relief Package? Voilà pour mes questions, je vous remercie pour vos réponses. Merci, chers collègues. Alors, je vous rends la parole. Ok, merci Madame la Présidente. Voilà, je commence peut-être par dans l'ordre des questions qui ont été posées. Donc, Monsieur Kogolati, oui, sur les sanctions russes, tant pour, disons, les produits nucléaires que, par exemple, les diamants, je peux vous répondre avec quelque chose que vous avez déjà entendu tant de fois par notre Premier ministre ou par la ministre Labib, mais ça reste quand même notre mantra, notre ligne directrice. Donc lorsqu'on applique des sanctions à l'encontre de la Russie, nous veillons très scrupuleusement dans les débats qui durent parfois des heures et des jours et des semaines entre États membres et la Commission européenne, à veiller à ce que, disons, les effets négatifs sont plus forts pour la Russie que pour nos propres États membres de l'Union européenne. Ça paraît une évidence, parfois c'est très clair, parfois c'est moins clair. Mais par exemple, pour tout ce qui touche à l'énergie civile nucléaire, c'est relativement clair qu'il y a encore un nombre assez important d'États membres qui, et c'est un effet du passé évidemment, ont une capacité de génération d'électricité sur base de technologies russes. Qu'on l'aime ou qu'on ne l'aime pas, c'est la réalité. Donc ils dépendent, disons, d'un servicing, des réparations, des pièces détachées. Donc
tout cela, il y a aussi un approvisionnement en matière d'uranium qui vient de la Russie sur base de contrats de très longue durée. Parfois, c'est un contrat de 20, 30 ans. Et on ne peut pas d'un jour à l'autre donc couper ces liens. C'est dommage, mais c'est comme ça. Hein. Donc, on a déjà pu donc, décider notre autonomie donc, par rapport aux sources d'énergie fossiles, hein, donc charbon, gaz et pétrole, avec beaucoup d'efforts, mais ça commence à marcher. Pour le nucléaire, à long terme, ce serait évidemment aussi souhaitable, mais c'est simplement pas possible pour ne pas mettre en danger, disons, l'approvisionnement en énergie de plusieurs États membres de l'Union européenne. Donc, soit parce qu'ils ont une technologie qui est basée sur la technologie soviétique, hein, le plus souvent, ou russe, soit parce qu'ils sont alimentés par, disons, de l'uranium sur base de contrats de fourniture de très longue durée. Donc, et pour les diamants, voilà, donc jusqu'à présent, en fait, nos partenaires et la Commission qui fait les propositions, en fait, pour élaborer des paquets de sanctions, acceptent notre thèse, mais et d'autres aussi, en fait, que donc une mesure ne peut pas toucher plus, disons, les États membres en question que la Russie. Et c'est aussi clairement visible pour le secteur des diamants. Mais ça ne veut pas dire qu'on refuse tout dialogue. Donc il y a un échange d'informations réelles qui a lieu entre, disons, les autorités belges et la Commission européenne pour voir comment donc, réduire cette dépendance. C'est clair qu'on ne veut pas se montrer fermé vis-à-vis de mesures éventuelles, mais jusqu'à présent, enfin, la Commission accepte que une rupture disons de la fourniture de diamants bruts n'est pas directement, enfin, ne fait rien à la Russie, mais vraiment rien, parce qu'en fait le volume disons, des diamants exportés se contient dans 3 à 4 valises qui d'un moment à l'autre sont transportés, si ce n'est pas en Belgique, à d'autres pays dans le monde. Et donc ça ne fait rien pour la Russie, mais ça touche quand même un secteur ici en Belgique. Voilà, donc il y a encore quand même un dialogue qui est en cours, et on verra dans les semaines et les mois à venir comment ça va évoluer. Oui, alors je passe directement, donc votre question sur le traité d'énergie, l'achat d'énergie sera pour l'ambassadeur Carter, ainsi que la question sur le due diligence. Monsieur Flao, votre question, oui, très pertinente sur la programmation et la présidence suédoise, différents aspects. Je pense d'abord pour tout l'agenda migration. Nous voyons quand même que lorsqu'un pays prend la présidence, il y a un effet présidence qui commence à s'installer dans les esprits des négociateurs. Ça veut dire que presque toujours, un pays s'adapte dans ses contacts préparatoires avec le Parlement européen, avec la Commission européenne, avec les autres membres du Conseil. Donc il y a quand même un esprit européen qui propulse ces présidences. Et ce sera, je suis assez confiant aussi, le cas pour la Suède. Par ailleurs, donc, les négociateurs suédois ici à Bruxelles disent qu'ils ont reçu, disons, le mandat de leur gouvernement de chercher une solution et d'avancer les dossiers. Donc le gouvernement ne se mêle pas trop des détails. C'est vraiment pour le front, c'est pour, disons, le cadre de négociation, les tables de négociation ici à Bruxelles, dans le but de faire avancer l'agenda européen. On appelle ça dans le langage technique européen, it's a Brussels-based presidency. Donc, plus qu'on transfère la gestion pas stratégique, mais tactique, disons, de la bataille des négociations au niveau, disons, de la opérationnel à Bruxelles, plus que, disons, parfois une tendance que vous jugez dangereuse, enfin que d'autres aussi jugent dangereux, vu aussi le caractère minoritaire de ce gouvernement, peut être compensé. Donc, mais nous pensons que donc, la délégation suédoise est bien préparée pour faire avancer le dossier. On a conclu déjà des accords sur un calendrier de travail et une méthode de travail avec le Parlement européen. Et ce n'était pas juste la Suède, c'était, disons, les présidences, les dernières présidences de la législature. Donc on a commencé avec les Français, les Tchèques, les Suédois, les Espagnols et les Belges. Donc on a une méthode et on a un schéma et
nous sommes assez confiants que donc aussi la présidence suédoise participera pleinement, disons, pour aboutir à un succès. Pour ce qui concerne la sécurité, je ne suis pas peut-être si pessimiste que vous. En fait, la déclaration qui a été signée la semaine passée, donc c'est une signature tripartite. Hein, donc c'est le président du Conseil européen, le président de la Commission européenne, la présidente, et le secrétaire général de l'OTAN. Il y a 10, 20, 30 ans, ça aurait été impensable que la Commission européenne signe un texte de collaboration avec l'OTAN. Maintenant, on est là et personne ne met en doute. Donc c'est considéré comme un élément normal que aussi la présidente de la Commission est impliquée dans les débats sur la défense. Et ça se voit aussi dans le programme de la Commission et dans les travaux qui sont déjà en cours. Il y a par exemple une pièce de législation qu'on appelle EDIRPA, hein, donc qui veut développer un cadre de soutien industriel au développement des systèmes d'armes entre États membres. Hein, donc c'est à travers la coopération industrielle et la coopération de recherche, un petit budget, c'est juste 500 millions d'euros, c'est rien, c'est vrai, c'est rien. Mais c'est déjà ça. Et le but est de compléter rapidement donc, les stocks des États membres déplétés par les fournitures d'armes à l'Ukraine, mais de façon plus intégrée, plus coordonnée entre États membres et sur base des éléments d'achat communs. Donc la tendance est certainement très positive. Et en fait, le programme EDIRPA est un programme temporaire, donc qui ne va durer que jusqu'en 24, et c'est pour ça aussi qu'il y a juste un tout petit montant prévu. Et ce programme sera suivi par un programme plus à long terme, qu'on appelle EDIP, et qui suivra un peu la même approche, mais de façon plus structurée et plus approfondie. Et je suis assez certain que dans les cadres financiers à venir, donc une partie de plus en plus grande du budget européen sera consacrée à ces programmes. Voilà, ça c'est pour cette question-là. Et puis, oui, pour votre question sur l'Afrique, c'est vrai, il n'y a pas dans la programmation des activités du Conseil, il n'y a pas de grande conférence ou grand sommet prévu. On l'avait, comme vous avez dit, à juste titre, donc en février de l'année passée. Nous, comme délégation belge, on a bien insisté auprès du président du Conseil européen de faire un suivi méticuleux des accords qui ont été conclus au sommet de février 22. Et en général, ces sommets se développent avec un rythme tous les 2 ans, tous les 3 ans. Donc l'année passée, c'était avec l'Afrique, cette année-ci, c'est avec l'Amérique latine. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'y aura aucun contact entre l'Union européenne et l'Afrique. Mais c'est un sujet, c'est vrai, il y a toujours d'autres régions qui demandent de l'attention et qui parfois risquent de bousculer aussi un continent qui nous est très cher. Mais on veille à donner de l'attention juste et voulue pour ce programme, c'est clair. Mais via des discussions de suivi qui vont certainement avoir lieu cette année-ci. Dan was er de vraag van meneer de Spiegelaar. Ik had het grotendeels aan. Het ging ook een beetje over de sanctieproblematiek en de effecten die maatregelen hebben op onze economie, op onze eigen situatie. Maar uw specifieke vragen over dus energieafhankelijkheid, de prijzen van de gezinnen, de CO2-tax, maar ook dus de hydrogenbank, de waterstofbank, dat zal ik aan collega Kartuifels overlaten. Alors, il y avait encore une question de monsieur de Maagd. Oui. Vous posiez la question taux d'implémentation des propositions de la Commission, mais en fait c'est pas si facile à dire parce que donc chaque année donc la Commission prévoit un certain nombre. Cette année-ci 42, l'année passée c'était 42. Je pense que vous aviez mentionné de nouvelles propositions, mais j'ai aussi mentionné que la Commission mentionne elle-même encore 116 donc initiatives législatives sur la table. Toujours en négociation. Donc une bonne partie des 42 de l'année passée seront dedans. En général, cela prend parfois quand même 1 an, 2 ans de négociation. Donc c'est peut-être un peu trop tôt pour évaluer l'implémentation concrète de cet agenda législatif. On verra à la fin de la présidence belge, en fait,
quel sera, disons, le taux d'implémentation de l'agenda de la Commission. Moi, je prédis déjà maintenant que donc, la table est vraiment très, très pleine. Vous avez entendu dans les différentes... dans les présentations. Donc, on ne pourra pas aboutir à terminer tout. Il faut être réaliste. Et donc, ce sera encore un travail assez difficile à faire dans la préparation de la présidence belge. Par exemple, dans le calendrier qui nous est donné, nous avons 3 mois pour des négociations avec le Parlement européen, les trilogues, janvier, février, mars. Fin mars, le Parlement européen termine ses travaux et prépare les élections. Donc, pour tout ce qui touche à la négociation de position avec le Parlement européen, on a juste 3 mois, et en réalité encore moins. Et les heures sont comptées. Chaque jour, 24 heures, et on ne travaille pas 24 heures. Donc on connaît déjà maintenant, disons, le nombre d'heures disponibles pour différents dossiers. Donc il faudra opérer un choix. Ce n'est pas le moment de le faire maintenant. Donc on laisse bien travailler les Suédois, puis les Espagnols. Et disons, en automne, on va voir comment cet agenda législatif avance pour faire les choix. Et en fait, ce qui est déposé sur la table et qui n'est pas terminé sous le mandat actuel de la Commission peut être repris dans le mandat prochain et le mandat prochain aussi du Parlement européen. Donc ce n'est pas perdu, mais on ne peut pas évidemment attendre l'impossible. Alors encore un dernier mot sur votre question sur la défense de la démocratie. Donc en effet, au 2e trimestre, la Commission prévoit de déposer un package donc composé de différents éléments. On ne connaît pas encore vraiment les éléments de ce paquet, mais de quelques éléments donc obtenus auprès de la Commission, nous savons qu'il y aura donc des éléments pour soutenir l'indépendance de nos médias. Donc c'est un agenda positif. Il y aura des actions, peut-être un programme, peut-être des éléments des incitations financières ou des éléments régulatoires pour soutenir donc les indépendances des médias. Mais il y aura aussi des éléments plus défensifs pour contrecarrer des efforts de prise d'influence par des pays tiers ou des acteurs tiers, et aussi donc, pour contrecarrer des efforts de désinformation. En fait, on n'en sait pas plus. Donc, la publication de ce paquet est prévue donc, autour de l'été, probablement juste après l'été, donc c'est encore un peu tôt. Mais on le suivra avec beaucoup d'intérêt. Là, je vous assure que c'est un sujet, vu l'actualité, mais aussi, disons, la valeur intrinsèque est jugée très important par nous. Et donc, on le suivra de près. Et donc, si vous avez de l'intérêt, j'imagine que peut-être un peu plus tard, en mai-juin, on en saura déjà plus. Alors, derniers éléments avant de passer la parole au collègue ambassadeur Cartevels. La IRA, qu'est-ce que l'Union européenne va faire? En fait, donc, il y a une partie importante qui a été discutée avec beaucoup de détails dans les médias aussi. Donc, ce sont des actions du gouvernement américain pour favoriser la production des voitures électriques. Et là, il y a bon espoir, parce que la Commission a créé un task force IRA à haut niveau. Donc, il y a un bon espoir. On nous a dit que la Commission pourra obtenir un statut un peu pareil aux Canadiens et Mexicains pour, disons, la distribution de voitures électriques, donc non produites aux États-Unis, mais en Europe, aux États-Unis. La loi est déjà entrée en force, mais l'administration américaine publie aussi des guidance. Et donc un premier paquet de guidance a déjà été publié il y a une semaine, et dans lequel on ouvrait déjà la porte à quelque chose qui nous convient bien. Il y a pas mal de détails techniques. Il paraît par exemple qu'une lease d'une voiture, et beaucoup de voitures européennes de haute marque, disons voitures de luxe, sont leasées, et ça tombe sous un commercial sale aux États-Unis. Et en fait, donc les dispositions négatives vis-à-vis des voitures européennes seraient donc exonérées pour les commercial sales, ce qui est déjà une bonne chose. On n'est pas encore, mais c'est une piste qui est suivie. Et en mars, on s'attend à un deuxième paquet de guidance, donc de lignes directrices par l'administration américaine. Et nous avons bon espoir que on pourra certainement diminuer fortement donc, les effets négatifs. Mais il y a aussi pas mal d'autres mesures régulatoires dans la législation américaine. Et là, l'espoir, il faut être réaliste, est très réduite de pouvoir les changer. Donc ce n'est pas touché par les guidance, mais ce sont des principes régulatoires fermement établis dans la loi.
et aussi avec, disons, la composition du Parlement européen américain actuel, on ne prévoit pas facilement Biden demander des amendements, de changer la loi. Donc c'est en fait à nous de nous organiser et de prendre des mesures pour aussi soutenir nos industries qui souffrent, disons, de la transition énergétique, qui souffrent des prix. Et c'est peut-être précisément les mesures qui seront, enfin, on espère, prises et décidées dans les semaines à venir ou les mois à venir sous le chapitre de la protection de la compétitivité de nos entreprises. Voilà, Pierre, ik laat het aan jou voor die andere vragen. Peut-être dans le même ordre. D'abord sur le traité sur la charte de l'énergie et le devoir de vigilance. Je crois que ce sont typiquement deux dossiers au cœur de la transition et où nous constatons tout simplement que les lignes de fracture sont les mêmes, que ce soit au niveau européen. Elles varient, mais il y a des lignes de fracture que nous reconnaissons très clairement chez nous, en interne belge et au niveau européen. Donc, dans un cas, c'est la décarbonation, dans l'autre cas, c'est l'intégration d'un réflexe extérieur par rapport au niveau de nos entreprises, de savoir d'intégrer le souci de l'environnement et les droits de l'homme au niveau de leurs partenaires à l'extérieur. Un dossier similaire est la déforestation, où là aussi on demande aux entreprises belges d'intégrer des éléments de déforestation dans leurs contacts à l'étranger. Ces dossiers sont passés, tant la déforestation que le devoir de vigilance. À la limite, la manière dont les uns et les autres se positionnent, je crois que c'est important, mais le fait est ici que ces deux dossiers-là sont passés. La charte de l'énergie, c'est peut-être encore plus fortement, ça a des connotations encore plus fortes, je pense. Et donc là, 4 pays ont à un moment donné très clairement signifié qu'ils voulaient se retirer de ce traité. Et donc ça a eu un effet très clair sur le mandat que l'on pouvait ou ne pouvait pas donner à la Commission. La Commission va venir avec, c'est ça votre question sur ce dossier-là, la Commission va venir cette semaine ou la semaine prochaine avec des nouvelles options par rapport à l'avenir du traité et le positionnement de l'Union européenne. Et donc on verra un petit peu dans le courant de l'année comment ça va évoluer. Mais la Commission, oui, joue un rôle actif et je crois essaie tant bien que mal de faire avancer le dossier. Donc moi je crois que on peut encore s'attendre à une évolution dans ce dossier. Le rôle des régions, je voudrais, c'est assez lié parce que souvent, M. Flao a évoqué ça tout à l'heure, c'est les régions. Dans les matières du Coreper 1, clairement, on a énormément de compétences régionales. Et juste pour vous signaler au passage que l'expérience que nous avons, je crois que je l'ai déjà dit la fois dernière, mais je le redis un an après, est assez positive parce que les concertations qui s'organisent au niveau belge sont efficaces. Ça ne mène pas toujours à un accord, clairement, mais nous aide, nous, à l'ARP, à nous positionner si on nous donne l'occasion de nous positionner. Je crois que c'est très important que nous puissions continuer à positionner la Belgique, même si nous connaissons les balises qui répondent aux sensibilités internes, et comme je disais tout à l'heure, parfois exactement les mêmes que nous retrouvons au niveau européen. Et donc au niveau de l'ARP, par exemple, de la représentation permanente, nos collègues détachés des administrations fédérales et régionales collaborent de manière très fluide et positive sur les dossiers. Je crois qu'on ne peut que s'en réjouir, mais évidemment, je crois qu'au niveau politique, comme vous disiez aussi, l'intérêt va aller croissant aussi au niveau des parlements régionaux et communautaires. Misschien even naar meneer de Spiegelaar over energie.
Ja, dus de hele discussie over, u spreekt van CO2-tax, dat is dus voornamelijk de uitbreiding van het ETS-systeem, zoals je daarnet zei, naar gebouwen en transport. Het fameuze prijssignaal dat men had aangekondigd al een hele tijd. En ja, daar moet ik zeggen, je kunt twee wegen uitgaan als land. Wij hebben ons daar op afstand gehouden, omdat we daar intern Belgisch weinig animo voor hadden, of weinig consensus. Ik weet niet hoe ik het moet stellen. Alleszins, we hebben ons op afstand gehouden. Het is nu eenmaal zover. Dus die teksten zijn goedgekeurd of worden de komende dagen afgeklopt, maar dus het politieke akkoord met het parlement is er gekomen. En ik denk dat we daar moeten oppassen van welk bericht we sturen naar buitenuit. Ik denk dat we als land, dat zijn dingen die in voege gaan treden binnen enkele jaren. En dus natuurlijk, je kunt u toespitsen op de huidige toestand, op de hoge energieprijzen nu. Maar als je kijkt wat dat als effect kan hebben op de prijzen in die bewuste periode, 2026, 2027 en de volgende jaren, en wat het als effect kan hebben, maar ook als inkomsten kan genereren voor het beleid dat we willen voeren en met dat Sociaal Klimaatfonds, dat natuurlijk op een genuanceerde wijze moet bekeken worden. Maar ik denk dat we op dat vlak ons bijna in een uitzonderingspositie geplaatst hebben ten opzichte van landen zelfs landen uit Oost-Europa, die in feite mee in het verhaal zijn gekomen. Dus we moeten oppassen hoe we ons daarin blijven profileren. Ik denk, het is nu eenmaal zover, het bestaat. Laat ons daar loyaal op ingaan. Dat is ook de manier waarop Europa werkt. Waterstof. Ik ga niet meer ingaan op de waterstofbank. Dat is gezegd, dat is een project waar we op wachten. Dat zal bijkomende middelen genereren. Dat zal ook een nieuwe dynamiek creëren. En zoals u zegt, korte, lange termijn. Ik denk, voor al die dossiers zijn we op de lange termijn aan het kijken. En op de korte termijn, er zijn ondernemingen die nu in België daarop inspelen en die weg volop kiezen. Maar natuurlijk dat het een hele tijd zal nemen voordat we aan een veralgemening van het gebruik van waterstof zijn. Alleszins, België speelt daar een belangrijke rol in en dat kunnen we ons alleen maar toejuichen. Monsieur de Maagd, oui, encore un petit mot sur la mise en œuvre, je crois que ça a été dit. One in, one out. Non, ça n'est pas quelque chose qui se fait. C'est un symbole, je crois, que l'on utilise. C'est un beau slogan qui doit nous guider et qui devrait guider la Commission. Moi, ce que j'expérimente depuis 2 ans et demi, c'est une inflation législative claire et nette. Il faut appeler un chat un chat. Donc il y a énormément de textes qui sont là, des textes parfois très complexes, très difficiles. Et donc le questionnement est réel. Je crois que les parlements, dans leur ensemble, tous les parlements ont intérêt à se poser la question, est-ce que cette façon de faire est la bonne? Parce qu'on a des ambitions énormes, la Commission est très compétente, mais il y a une marge, je pense, pour poursuivre cette question. Et enfin, oui, SME Package, je peux que vous dire, oui, c'est un peu tardif, ça prend du temps. Mais bon, il y a, comme je vous disais, cette ambition très forte de la Commission. On a affaire à une commission qui vient, et en jouant sur l'actualité, sur les crises qui ont été les siennes, a réagi de manière très proactive quand même aussi.
et des services qui, quand on va les voir, quand on va les trouver, sont quand même un peu noyés par l'ampleur des questions qui leur sont soumises. Mais clairement, c'est un des dossiers qui sera encore, je pense, soumis, déposé sur la table du Conseil le plus rapidement possible. Je pense que j'ai plus ou moins, ou est-ce qu'il y a quelque chose qui manque, je ne sais pas. Merci beaucoup pour cet éclairage. Ensuite, de l'expression des membres, est-ce que l'un ou l'autre membre souhaite intervenir? Monsieur Cogoladi, non, Monsieur Flao. Merci pour les réponses. Je reste convaincu qu'entendre l'ambassadeur de Suède, ça serait intéressant. Oui, oui. Toujours mieux. Pas parce que je suis obstiné, mais je vous fais confiance. Mais il est clair qu'on a peut-être des questions plus pointues à lui poser. Sur la déclaration entre les présidents du Conseil, celle de la Commission et le secrétaire général de l'OTAN, où est Borrell? La question reste entière. Ce sont ces matières. Et ensuite, je vois que cette déclaration, elle se place quelques jours après l'annonce du secrétaire général de l'OTAN de dire qu'il va relancer les discussions avec les différents pays partenaires pour considérer les 2% non pas comme un plafond mais comme un plancher. Et ça se place aussi à quelques jours de la déclaration de M. Borrell sur l'état d'avancement au Parlement européen sur la boussole stratégique. Donc je crois qu'il y a une part aussi de positionnement, de communication sur cette matière de la défense qui, pour l'instant, est effectivement très porteuse. Il est clair que les guerres sont aussi porteuses pour certains responsables politiques, qu'ils soient à Bruxelles, en Belgique ou ailleurs. L'autre élément, c'est la situation avec l'Afrique. Ce que je constate, c'est qu'effectivement, on est très fort pour organiser le sommet, mais le lendemain de sommet, on ne fait rien. Et aujourd'hui, la population africaine, d'une part, et les responsables africains considèrent cela. Ils considèrent aussi que ce qui se passe sur le continent européen, ce n'est pas leur guerre. Et donc, malgré certaines pressions d'États américains ou d'autres, ils se rallient quelquefois à des résolutions, mais dans le fond et la population, ils ne bougent pas. Et l'Europe constate alors, avec beaucoup de peine, que les Chinois sont là, les Russes sont là, que Wagner est là, mais Wagner est là comme dans d'autres, les Blackwater étaient en Irak aussi, mais de ceux-là, on ne parle pas. L'autre élément, c'est la population qui souffre de cela, de toute façon, la population locale. Et dernier élément, c'est vrai qu'il y a toujours une approche différente des questions de migration selon que l'on se trouve au nord de l'Europe ou au sud de l'Europe. Peut-être que les Espagnols sont plus sensibles à ça. Et le véritable problème qui nous guette dans l'année à venir, c'est que la présidence espagnole va être amputée par des élections et que la présidence belge va être amputée par des élections. Ça veut dire qu'on aura 3 mois d'Espagne et puis on aura une neutralisation pour les élections espagnoles et puis on aura 3 mois de Belgique et la neutralisation pour les élections en Belgique. Et donc, ça va poser quelques problèmes quant à la planification des dossiers à mettre sur la table si on veut les faire avancer. Dans l'ensemble du menu, il va vraiment falloir faire un choix. Et je crois que c'est maintenant que ça se prépare, parce que tout faire, on ne saura pas tout faire. On ne sait pas digérer tout ça. Il faut définir ou redéfinir des priorités qui dépassent la simple urgence de la crise Covid, de la crise avec l'Ukraine aujourd'hui. C'est un beau débat en perspective, Madame la Présidente, donc on se reverra sans doute. Monsieur le représentant permanent. Si vous permettez, Madame la Présidente, peut-être juste encore, j'avais oublié de mentionner un élément quand même important et qui peut peut-être intéresser M. Flao, c'est que pour ce qui concerne l'Afrique, en fait, au niveau du Conseil Affaires étrangères, nous avons eu un débat, c'est à la demande de la Belgique, demande insistante de la Belgique en décembre,
pendant lequel a été confirmé que le SEAE publiera sa stratégie pour la région des Grands Lacs fin janvier, début février. Donc on travaille assez activement là-dessus. Vous allez dire, c'est encore un document, un papier, mais vous nous connaissez comme diplomate, c'est déjà ça. Hein? Donc, non, mais donc conceptuellement, ce service travaille pour examiner en détail comment dans différents secteurs on peut chercher une cohérence entre États membres. On n'avait pas ça jusqu'à présent, hein, donc on s'attend à une stratégie donc, pour la région des Grands Lacs à la fin du mois, début février. Et ça nous guidera aussi dans nos travaux. Ce sera un élément que nous aurons entre nos mains pour obliger aussi les différents acteurs européens ou États membres ou présidences prochaines de dire attention, on a maintenant une stratégie en main, elle a été adoptée, elle peut nous servir comme ligne directrice ou comme inspiration pour l'action à venir. Mais je suis sur le fond en fait d'accord avec votre... Et en Belgique, vous trouverez beaucoup de sympathie pour votre remarque, et on essaie de remettre sur l'agenda dès que possible et où possible donc l'attention qui est nécessaire pour le continent africain. Alors une toute dernière remarque, oui, sur la défense. Je pense que oui, pour la déclaration récente la semaine passée entre l'Union européenne et l'OTAN, M. Borrell n'était pas directement impliqué, mais je peux vous assurer, ses services, enfin, il n'était pas visiblement impliqué dans la signature, mais ses services étaient activement impliqués dans la négociation de ce texte, qui n'est pas hyper important, mais symboliquement vient à un bon moment pour marquer que les deux organisations sont complémentaires, c'est écrit dedans, et qu'ils travaillent donc main dans la main pour défendre nos intérêts et nos valeurs dans le monde actuel. Et M. Borrell est est un défenseur ardent, d'une ambition européenne en matière de défense. Absolument, oui. Non, mais donc ces services et lui-même ont été intimement impliqués dans la préparation de ces déclarations. Mais bon, c'était signé au niveau des chefs, mais je peux vous rassurer, donc il suit ça de près, son travail est très apprécié. Et... Monsieur Flavaux. Je suis d'accord, mais quelle est la position des chefs d'État et de gouvernement sur cette déclaration de 3 personnes qui en oublie une 4e qui est chargée en principe de la défense et de la sécurité, et où est le positionnement du Parlement européen? Les autres parlements n'en parlons pas, tout le monde s'en fout, mais autre élément, c'est ça qui ne va pas. Ou alors il faudra associer M. Borrell lorsqu'il y aura un accord entre les différents responsables sur les entreprises pharmaceutiques, parce qu'il faudra quand même bien compenser Van der Leyen. Ceci étant dit, c'est inquiétant de voir cette mainmise en quelque sorte de quelques personnes au niveau européen en bafouant purement et simplement les démocraties élémentaires. Mais dans 6 mois, dans 1 an, tout le monde va dire l'élection européenne c'est important, et bonne chance à celles et ceux qui seront candidats pour expliquer que l'Europe représente quelque chose et qu'on a son mot à dire. L'enquête qui a été faite est une catastrophe, on a encore dit dans cette salle il y a quelques jours au Premier ministre. Je crois qu'on ne peut pas faire semblant qu'on associe les citoyens européens à une construction européenne et à être dicté par une bureaucratie. C'est mon avis et je le partage. Voilà, est-ce que quelqu'un demande encore la parole? Monsieur de Macht. Merci Madame la Présidente. Je voulais remercier Monsieur Cartevels et Van de Voort pour leur réponse. Peut-être un mot, je n'ai rien entendu sur la mobilité des études et des apprentis qui figurent pour la 2e fois consécutive au niveau des priorités dans le chapitre promotion du mode de vie européen. Et je vous demandais tout à l'heure si vous aviez une explication sur le fait que finalement cette initiative n'a pas encore trouvé d'issue favorable. Je sais que beaucoup de jeunes évidemment sont très sensibles à cela. Je ne sais pas si vous avez une réponse à m'apporter là-dessus ou si vous pouvez peut-être le faire par écrit. Monsieur Cartevels. Non, je vais assurer le suivi avec vous là-dessus si vous voulez bien. Merci. Voilà, pas d'autres interventions. Je vous remercie, chers collègues. Je vous remercie également, messieurs de la représentation permanente auprès de l'Union européenne, pour ce programme bien détaillé et pour le fait que vous restez à notre disposition pour toute information. Nous vous en sommes vraiment gré pour préparer le programme aussi de 2024 lorsque nous aurons à notre tour
la présidence du Conseil. Merci beaucoup. Je clôture ici les travaux avec plaisir. Bonne fin de journée à toutes et tous.